Podcast, le fauteuil noir, le fauteuil noir. Et bonjour et bienvenue dans le deuxième numéro du podcast du Studio OG, Le Fauteuil Noir, un podcast dans lequel on parle d'audiovisuel et de photographie. Pour ce second épisode, on reçoit le responsable du marketing de l'Agence départementale du tourisme de l'Aube, Rémi Mahut. Donc Rémi, est-ce que tu peux te présenter ? Bonjour Olivier, merci de m'accueillir autour de cette table sur ce fauteuil noir pour parler photo. Eh bien, comme tu l'as dit, et vidéo aussi, bien sûr, ouais. Je suis responsable marketing à l'Agence départementale de tourisme de l'Aube. Donc, ma mission principale, c'est de permettre de donner une image du territoire pour les touristes qui veulent venir, réussir à dessiner cette image de l'Aube, aussi pour les Aubois d'ailleurs. On parlera dans nos différents échanges, et puis de mettre en place l'ensemble des actions qui permettent d'inspirer au séjour dans l'Aube, de la création de contenu, de la création d'images, de la campagne de communication, des relations presse, en France et à l'étranger. Eh bah, c'est vaste. C'est vaste, mais pour ça, je suis accompagné d'une super équipe de choc, donc je ne suis pas tout seul. Ok, c'est important de préciser. Je sais que les gens aiment bien savoir comment, c'est assez inspirant de savoir quel a été le parcours pour en arriver là. Donc toi, comment dans ta vie t'es arrivé à ce domaine du marketing spécifiquement attaché à la communication touristique ? Eh bien, au départ, je suis plutôt issu du monde de l'événementiel. J'ai travaillé près de 10 ans pour le Festival Nuit de Champagne. Une de mes missions était donc la communication, la promotion de ce festival local à rayonnement régional et national. Donc voilà, moi j'avais plus attrait quand même. Ce qui me faisait vibrer, c'était plutôt l'événementiel culturel. Et puis finalement, j'ai eu cette opportunité en 2019 de pouvoir rejoindre l'équipe de l'Agence départementale de tourisme de l'Aube, avec une mission qui me semblait hyper intéressante, le marketing rattaché à un territoire auquel je suis attaché. Est-ce que tu es natif de l'Aube ? Parce que je suis natif de l'Aube, exactement, puis que j'ai finalement réussi dans mon parcours professionnel à toujours travailler dans l'Aube. Et du coup, je voulais aussi rester dans ce côté travailler pour l'intérêt général, au service de mon territoire. Je trouvais que la mission qu'on m'avait proposée pour correspondre à mes ambitions du moment et puis de venir. Et puis voilà, du coup, on m'a fait confiance, j'ai pris en main ce projet et approprié, on a réussi à construire une équipe géniale derrière tout ça. On a la confiance de tout le monde et on travaille au service de l'image de notre territoire avec beaucoup de partenaires ici en local. Oui, ça fait combien d'années que tu es là ? Ça fait 4-5 ans déjà ? Depuis 2019 maintenant. Et donc, ouais. Je suis presque. Donc on a suivi cette crise du Covid aussi qui a rabattu les cartes. Tu es un peu devenu une institution sur le sujet ici depuis ton arrivée. Donc, en tout cas, j'essaie d'être le plus présent possible et de soutenir la visibilité du territoire et tous les acteurs économiques liés au tourisme qui doivent vivre de cette activité touristique. Très bien. Dans ce contexte, qu'est-ce que tu recherches quand tu fais appel par rapport à ton activité professionnelle, quand tu fais appel à un photographe ou à un vidéaste ou à une boîte de prod, quel apport ça a dans ta stratégie de développement marketing ? Est-ce que c'est quelque chose que tu vas chercher à avoir en amont et structurer ta communication autour ? Ou au contraire, tu structures d'abord ta communication et ton marketing, ensuite intégrer les besoins photos et audio et vidéo que tu peux avoir à l'intérieur. Alors, ça dépend des projets, mais en tout cas, je pense qu'il faut se rappeler que touristiquement, l'Aube est hyper jeune. Il y a 25 ans, il y avait quand même assez peu de tourisme dans l'Aube. Ça fait 25 ans qu'on voit mûrir des hôtels, que le tourisme se professionnalise pour de vrai. On est une destination touristique peu connue. Je pense que les gens des départements limitrophes peut-être connaissent bien l'Aube, mais les autres un peu moins, ont du mal à se projeter dans quelle image on pourrait avoir de ce territoire. Et pour nous, c'est devenu primordial de pouvoir justement travailler avec des photographes professionnels pour capter les images de l'Aube. Parce qu'à un moment, il ne peut plus prendre des photos, nous,
avec notre smartphone et faire des photos moches de notre beau territoire, des photos, des images, même vidéos qui sont vraiment pas du tout valorisantes. On a quand même passé le cap post-Covid de travailler largement avec des photographes du territoire. On a quand même, je veux dire, beaucoup de talent ici dans l'Aube. On a de la chance de pouvoir collaborer avec beaucoup de gens qui ont beaucoup de talent. Et donc, on a mis un point d'orgue à développer l'image très qualitative de notre territoire. Alors ça, c'est... Plus qu'avant, c'était pas particulièrement le cas. C'est vraiment quelque chose qui évolue. Et puis aussi, l'approche de l'image a complètement changé. Tout le monde fait des photos, passe notre temps sur des réseaux sociaux. Il y a de l'image hyper qualitative. À notre niveau, on ne pourrait plus faire de l'amateurisme, si tu veux. C'est desservir notre territoire. Au contraire, à un moment, quand un touriste a la curiosité de vouloir découvrir ce qu'est l'Aube, absolument qu'on le fasse rêver. Et dans la mesure où vos besoins sont extrêmement importants, là, c'est pas une question que je t'avais envoyée, mais qui me vient tout de suite. Pourquoi vous n'avez pas pris quelqu'un en interne ? Parce que réellement, en fait, on préfère sous-traiter parce que ça fait aussi beau les talents locaux plutôt que de conserver une compétence en interne. Et puis, ça permet de jouer aussi sur l'esthétique des différents photographes qu'on a sur le territoire, parce qu'en fait, on a des besoins hyper variés qui peuvent aller du simple paysage ou de la photo architecturale ou la photo d'un monument ou d'une statue d'un musée ou tout ce que tu veux, à de la photo avec de l'humain, où on va rechercher des émotions, de la photo plus dynamique, plus sport. Donc, en fait, aujourd'hui, on connaît assez bien les photographes du territoire pour savoir avec qui on peut aussi collaborer en fonction des commandes dont on a besoin. Donc, avoir un photographe en interne, même on n'a pas de graphiste en interne non plus, tu vois. On travaille avec beaucoup de talents, encore une fois, des graphistes locaux. Et puis, les gens nous font confiance et du coup, ça crée des liens. Je pense que c'est plus dynamique. Alors, c'est vrai que si on avait en interne une compétence, on ferait sûrement beaucoup plus de choses. Et honnêtement, ça marche bien comme ça. Mais je pense que tu as raison et que ça arrange tout à fait mes affaires. Mais là où je trouve, moi, ce que je trouve intéressant dans ce que tu viens de dire, et d'ailleurs, je t'ai posé ma question dans ce sens-là, c'est que tu reconnais que chaque photographe, chaque vidéaste a un style et un domaine dans lequel il excelle. C'est-à-dire que moi, par exemple, je suis pas quelqu'un de connu par de la photo de sport. Je fais jamais de photos. Ça m'est déjà arrivé. Peut-être que je pourrais en faire, mais en tout cas, ça fait pas partie du domaine. Je suis assez connu, par contre, pour tout ce qui est architecture, patrimoine, tout ça. Et il y en a d'autres qui sont très calés sur des photos très lifestyle. Moi, c'est pas mon domaine du tout, et je pense que tu le sais. Et c'est ça que, toi, vraiment là-dessus, vous pensez que ça n'a aucun intérêt d'avoir quelqu'un en interne, puisque ça apporterait, ça vous permet d'avoir plutôt des gens très spécialisés sur différentes compétences qui correspondent exactement à vos besoins. Oui, ça n'aurait pas aucun intérêt d'avoir quelqu'un en interne, c'est juste qu'aujourd'hui, d'un point de vue stratégique, organisation des équipes, on préfère sous-traiter, quoi. Nous, on intervient du coup plus en qualité de chef de projet, et puis on pilote les projets avec les prestataires extérieurs, encore une fois graphistes, photographes, agences pub. Alors cette question-là, elle est vague. Quels sont les défis auxquels vous êtes confrontés dans la création et l'acquisition de contenu visuel, donc photos et vidéos, pour votre stratégie de communication touristique? J'entends par là un point budgétaire, sur un point de vue humain, logistique, tout ça. Nous, les défis, vrai défi, c'est d'être capable de valoriser l'ensemble de notre territoire. Et vraiment, l'ensemble, c'est d'aller de Nogent à Soulaine d'Huy, de Bar-sur-Seine à Arcis-sur-Aube, Troyes, enfin voilà. Déjà, ça, c'est un vrai défi. Parce que le territoire est quand même très important. Je ne sais pas combien ça fait de mètres carrés, de kilomètres carrés, mais ça, voilà. ça fait... Le défi, c'est de couvrir d'un point de vue d'image tout le territoire, mais en même temps, c'est passionnant parce que du coup,
Notre objectif, c'est de démontrer qu'on a un territoire pluriel avec une singularité au niveau des paysages, d'un point de vue architectural. Donc il faut qu'on arrive à faire aussi bien de la photo esthétique, de paysage et d'architecture, mais notre objectif, c'est de faire venir les touristes dans l'Aube. Faire de la belle photo, c'est bien, mais il faut aussi être capable que les touristes se projettent dans une visite de l'Aube. On fait aussi beaucoup de photos avec figurants. On est sur un marketing de l'offre, donc c'est que les futurs touristes puissent se projeter dans les expériences à vivre. Donc, c'est un peu le challenge, quoi, être un peu entre ces deux, vraiment de l'esthétique et être capable de faire en sorte que le futur touriste puisse se projeter. On veut se surprendre. De toute façon, je l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'aujourd'hui, on a encore beaucoup de choses à faire pour construire l'image de ce territoire d'un point de vue touristique. Et donc, automatiquement, quand quelqu'un arrive sur notre compte Instagram, je pense qu'il ne s'attend pas à voir l'ensemble des images qu'il va pouvoir découvrir parce qu'on est hyper exigeant sur l'esthétique des photos, sur ce qu'on va montrer. Automatiquement, les futurs touristes ne s'attendent pas toujours à découvrir ces richesses dans l'Aube. Donc voilà, il faut être capable de varier les différentes photos et nous, l'objectif, c'est de créditer peut-être que quelqu'un qui débarque et qui se dit tiens, c'est quoi l'Aube, on lui apporte tous les éléments pour qu'il passe le pas de devenir touriste. Donc là, je vois que dans l'ensemble des questions que je te pose, tu ramènes beaucoup des choses strictement à l'usage de la photo. Ouais. Alors qu'aujourd'hui, tout le monde parle que d'audiovisuel. Moi, j'ai la chance de faire et de la photo et de la vidéo. C'est à peu de choses près, 50-50 sur l'activité de l'entreprise. Donc déjà, est-ce que tu penses que la photo a encore beaucoup d'avenir, plus que la vidéo? Non. Dans une stratégie de communication. Et comment t'inscris la vidéo dans ton positionnement de communication par rapport à la photo? Et je vais encore plus loin, quelle est la part quelle est l'importance pour toi du print par rapport à toute autre forme de communication, notamment les réseaux sociaux et tout ça? Je suis assez vaste, mais... Oui. Du coup, la photo a clairement un avenir. Aujourd'hui, nos sites web sont habillés d'images photographiques fixes. Nos réseaux sociaux, pour beaucoup encore aujourd'hui, même si ça tend vers de la vidéo, quand on crée un magazine ou un catalogue ou une brochure, une carte touristique, on a besoin de photos. Le tourisme dans l'Aube se développe. On a des nouvelles activités qui arrivent, des nouveaux prestataires qui ont besoin d'images. Que ce soit des hébergements, des guides, des restos, tout ce qu'on veut. Donc on a besoin de photos et on a besoin de photos de qualité, encore une fois. Malheureusement, les prestataires, on ne peut pas compter sur le fait qu'ils prennent en photo leur activité avec leur propre smartphone. Aujourd'hui, il y a une exigence bien plus importante de la part des clients en termes d'esthétique. Ils sont constamment en train de mater du Instagram hyper qualitatif. On est obligé de leur offrir cette exigence-là sur l'ensemble de nos réseaux, de nos contenus. C'est pour ça que quand quelqu'un arrive sur notre site aube-champagne.com, souvent il est quand même relativement surpris de la qualité du contenu qu'il peut y trouver. Aussi bien d'un point de vue immersion photographique que du contenu inspirationnel au niveau rédaction, parce qu'on essaye de comprendre les besoins de chaque touriste et puis on vient apporter justement des idées de séjour et idées d'activité. Voilà. La vidéo, on n'en faisait pas ou peu, très très peu, pour des raisons budgétaires principalement, parce que s'engager dans la réalisation d'une vidéo de qualité, ça nécessite des moyens parfois importants, pour malheureusement trop peu de lecture derrière. Ouais. Quand on met, je sais pas, hein, je vais dire des chiffres très bateaux, mais entre 5 et 10 000 euros de budget pour créer une vidéo qu'on intègre sur YouTube, qu'on met sur son site web,
diffuse à droite à gauche, qu'on met sur son stand quand on fait un salon, enfin nous on fait pas de salon d'ailleurs, et que finalement en termes de stats, on a 500 vues sur YouTube, voilà, en termes de retombées, je suis pas tout à fait convaincu que les stratégies qu'on pouvait mettre en face de la création d'une vidéo soient suffisantes pour qu'on s'estime avoir mis un projet en place qui soit rentable. Maintenant, ça a quand même évolué pour une simple et bonne raison, c'est qu'on a réussi en quelques années, on va dire 3 ans, à développer nos réseaux sociaux et à ne plus être tellement ridicule. C'est-à-dire qu'on commence à avoir une communauté qui est à la hauteur de ce que j'imagine être la communauté minimum pour un territoire comme le nôtre. Et donc, aujourd'hui, on est davantage sur l'usage d'Instagram et qui, aujourd'hui, devient davantage un réseau vidéo que photo, même si la photo est toujours omniprésente. Donc, on s'est lancé depuis peu de temps, 1 an, on va dire, dans la création de vidéos courtes en format vertical. C'est un format qui plaît pas à tout le monde. Mais malgré tout, en gardant cette même exigence de qualité, donc on en fait un petit peu nous-mêmes, mais on sous-traite principalement la réalisation des vidéos, toujours, encore une fois, à des copains locaux, on va dire. Et c'est, en termes de retombées, c'est quand même... on a des statistiques hyper intéressantes. Alors c'est très variable, on n'arrive pas toujours à expliquer pourquoi une vidéo marche plus qu'une autre, mais quand ça marche, tu es capable de extrêmement bien fonctionner. Étroitement lié au sujet, quoi qu'il en soit, surtout sur des réseaux comme ça. Après, je vais juste... Le sujet, les propos, les images... Je vais juste te couper sur la vidéo verticale parce que je sais que ça m'adressait. Moi, je suis entièrement d'accord sur le fait qu'Instagram, c'est des vidéos verticales, il n'y a pas débat là-dessus. Ah oui. Le principe même d'Instagram est d'avoir des contenus verticaux que en photo ou en vidéo. Moi, à titre personnel, en tant que réal, je ne m'épanouis pas là-dedans parce que je trouve que c'est un format qui ne permet pas de raconter quelque chose à travers le cadre. Donc, on est obligé de faire des vidéos où finalement, on se contente de véhiculer un message. Et dans ma vision des choses, du contenu rédactionnel ferait le même job que ce message, mais en moins beau, bien évidemment. Oui, mais en fait, aujourd'hui, les deux sont liés. En fait, si tu veux, la vidéo vient souvent compléter l'édito, et inversement, l'édito parfois complète les propos sur une vidéo, mais je veux un exemple très concret. On publie des vidéos, alors on n'en fait pas non plus énormément, parce que c'est encore une fois des moyens, mais une vidéo aujourd'hui qu'on publie sur Instagram peut être vue entre les 5000 vues si c'est plus bas des stats, jusqu'à généralement entre 20 et 30 000. Et on a même eu une vidéo qui a fait 700 000 vues. Et on n'a pas fait de sponsorisation, c'est juste parce que on a des histoires à raconter sur ce territoire. Aujourd'hui, le média Instagram nous permet de partager ces histoires et la viralité du réseau social peut en bénéficier. Donc, on peut continuer à être dans cette logique de création de contenu en racontant des histoires, en montrant des personnages de l'Aube qui ont des choses à raconter, qui ont une vraie singularité et qui font l'identité de notre territoire et du slow tourisme dans l'Aube. Donc on va continuer dans ce sens. Mais c'est parce que justement on a compris comment travailler correctement sur ce média, principalement qui est Instagram en tout cas, et qui nous apporte beaucoup de visibilité. Dans ton domaine de la communication touristique, tu penses que tout est basé, au niveau des réseaux sociaux, tout est basé exclusivement sur Instagram ? Alors aujourd'hui, propre à l'Aube, on est moitié-moitié Insta, Facebook, même si on a une croissance beaucoup plus importante sur Instagram d'un point de vue capable de capter de l'audience. Facebook, on évolue moins, on stagne un peu au niveau de la communauté. Donc on a une vraie capacité de développer Instagram. Je pense que ce qui est important aussi de noter, c'est que ce qu'on crée comme contenu est aussi bénéfique aux gens d'ici. C'est-à-dire qu'on se rend compte que
les Aubois connaissent assez mal leur territoire. Les Troyens connaissent Troyes, mais des fois assez mal la ruralité. Les gens de Nogent-sur-Seine connaissent peut-être assez mal ce qui se passe à Bar-sur-Seine. Et en fait, sur nos contenus, nous, on partage vraiment des images de toute l'Aube. Et souvent, les gens sont assez surpris de découvrir ce qu'on présente. Donc, il est utile aussi de communiquer sur les pépites du territoire auprès des Aubois parce que ça crée un sentiment de fierté, d'appartenance et les gens peuvent se dire « Ah oui, en fait, ça c'est chez moi. » Les lacs de la forêt d'Orient, peut-être certains Aubois les boues, je ne sais pas trop pourquoi. Et c'est une aubaine d'avoir ce genre de c'est sûr, enfin, c'est opportunité sur son territoire de pouvoir... ça fait partie des choses les plus incroyables à voir dans le département. Exactement, mais quand on habite Troyes, on est à 20 minutes d'un lac et quand on quitte du boulot, on peut aller faire du kayak et tout ce qu'on veut. Mais du coup, ça fait partie des questions que j'allais te poser et probablement plus tard, mais c'est pas grave. Cet engagement du résident, de l'autochtone du département par rapport à vos réseaux sociaux, est-ce que tu penses que c'est bénéfique au rayonnement du département ou au contraire que ça phagocyte un peu aux actions de communication, puisque d'une manière ou d'une autre, quand vous faites du sponsoring, par exemple, sur différents réseaux, si tout reste sur une communauté qui est vraiment résidente du département, une grosse partie de votre sponsoring ne part pas sur un public cible externe que vous auriez voulu viser à la base. Donc, en fait, tout dépend des sujets sur lesquels on axe l'action de promotion. Il y a des campagnes que les Aubois ne verront jamais. Parce que justement, on est sur des objectifs d'attractivité touristique. Malgré tout, stratégiquement, il y a des contenus qu'on sponsorise en local parce qu'on valorise des sujets pour lesquels au moins 50% des clients des partenaires qui ont la promotion sont des Aubois. Donc en fait, les Aubois sont presque les premiers clients des activités touristiques. D'accord. Je vais donner un exemple très concret. Que faire en famille dans l'Aube ? C'est hyper important de pouvoir faire la promotion des activités familiales pour une famille qui débarque d'ailleurs, parce que quand on arrive avec des gosses, on n'a qu'une envie, c'est de savoir tiens, qu'est-ce qu'on fait demain, il faut les occuper. Quelles sont les sorties incontournables entre les visites ludiques de la ville, Nigloland, les lacs, ainsi de suite. En fait, cette com-là sur les activités à faire en famille, elle est aussi bien utile pour les gens d'ailleurs que pour les gens d'ici. Donc, du coup, tout dépend des stratégies, mais on communique en interne et en externe. Après, je vais rajouter quand même que les Aubois, ce sont des médias importants pour nous. Parce que quand un Aubois est fier de son territoire, il accueille d'autant mieux les gens qui viennent d'ailleurs quand il les accueille chez lui. Il peut orienter facilement ses invités dans des activités. Il est capable aussi de colporter la bonne parole en étant fier de son territoire. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'un Aubois qui va dire autour d'une table, entre copains à Paris au resto, moi je me fais chier chez moi. Alors que on n'a qu'une envie de lui dire, c'est regarde, au moins abonne-toi à notre compte Instagram, on va t'inspirer un peu et tu verras que tu vas pas t'ennuyer. Donc on est vraiment dans la même approche qu'une démarche de recommandation pour entreprise. Vous cherchez à avoir vous partez du principe que si l'Aubois recommande son territoire, genre externe, et oui, c'est logique. C'est un média. Et du coup, ça renvoie à cette question, dans quelle mesure l'utilisation de contenu généré par les utilisateurs, c'est peut-être bénéfique pour une stratégie de marketing touristique. Et j'entends par là que vous partagez systématiquement à peu près toutes les publications où vous êtes identifié dans les stories. Est-ce que vous pensez que ça apporte quelque chose dans votre visibilité spécifiquement, ou est-ce que ça satisfait juste les gens pour lesquels vous relayez? Est-ce que ça a un impact quantifié de relayer le contenu créé par d'autres? Alors, par rapport à ce sujet-là, je crois que la plus grande complexité finalement, c'est la notoriété de la marque Aube, qui finalement aujourd'hui, en termes de contenu réalisé par un touriste sur place ou même les locaux, on est assez peu identifié. Les visiteurs de Nigloland vont créer énormément de contenu de photos avec leurs gosses, faire des manèges et leur journée formidable. Ils ne vont pas dire qu'ils sont dans l'Aube, ils vont dire qu'ils sont à Nigloland.
une famille qui va passer un séjour au lac, va prendre beaucoup de photos, les partager, ils vont dire on est au lac de la Forêt d'Orient, au lac du Temple, peu importe. On était au camping, on a fait ci, on a fait ça. À 3, c'est pareil. Donc, le contenu réalisé par des touristes de passage et publié, adossant justement des marques territoriales ou des points géographiques, c'est extrêmement important. Maintenant, nous, on en bénéficie malheureusement pas beaucoup. Les 3 travaillent beaucoup là-dessus et ça marche bien, ils ont raison. Il y a énormément de belles photos qui sont faites de la ville et systématiquement, enfin très souvent, ils repartagent sur les comptes photos. C'est quand même très valorisant de pouvoir montrer que les touristes vivent des expériences agréables dans un environnement souvent préservé. Et à notre niveau, on n'a pas de stratégie vraiment définie sur cette GC, comme tu dis. Parce que, encore une fois, tout est une question des users, je m'en suis générative content. Voilà, c'est ça. Je l'avais trouvé ce matin et en fait, j'ai oublié entre-temps. Voilà. Non, mais la question est intéressante. Ouais. Et du coup, aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, stratégiquement, c'est quelque chose sur lequel on joue pas trop. Ouais, qui n'est pas assez exploité parce qu'il y a un problème de notoriété de marque au bon champagne, en fait, quoi. Oui. Aujourd'hui, les touristes viennent surtout à Troyes, à Nigloland. Je parle de Nigloland parce que c'est une vraie marque, c'est une vraie destination touristique tout seul. Et rarement, quand même, nous sommes mentionnés en tant que marque de destination de séjour. Et on souhaite y travailler pour justement développer la notoriété du territoire et cette fierté que peuvent avoir les touristes de passage comme les gens d'ici de publier du contenu en disant ici c'est l'eau. Je reviens sur un autre sujet. Dans ton approche de la création audiovisuelle et photographique, c'est plutôt lié à l'audiovisuel. Enfin, ce que je veux dire, c'est plutôt lié à l'audiovisuel, mais ça peut aussi marcher en photo. Quel est ton point de vue sur le type de contenu qui semble le plus pertinent dans la création, sur des contenus soit lifestyle, soit au contraire plus avec une forte narration visuelle, par exemple des choses qui font rêver. Genre, on avait déjà parlé de ça il y a quelques temps. Moi, j'avais été très impacté par une campagne qui avait été faite pour la région Grand Est, qui était les heures précieuses. Et le soleil se lève en Grand Est, qui étaient 2 campagnes qui avaient été faites simultanément et sur lesquelles il y avait vraiment un concept et un imaginaire considérable qui était développé. A contrario, vous avez plutôt une communication qui est très orientée sur le lifestyle et la réalité de terrain. Mais pourquoi tu privilégies autant le lifestyle et pourquoi dans ton positionnement sur le marketing département, le fait de faire rêver, de favoriser l'imaginaire, de te montrer des choses qui ne sont pas forcément réalistes, c'est pas envisageable. Alors, très bonne question. Pour revenir sur ce qu'a créé le Grand Est post-Covid, ils ont créé cette vidéo qui est franchement fantastique, en effet, au niveau réalisation. Mais c'est donc une vidéo de notoriété pour lancer une marque nouvelle qui est donc Explore Grand Est, les heures précieuses en Grand Est. C'est donc la nouvelle marque touristique de cette grande région, qui est toute jeune finalement. C'est vrai que c'est une très belle narration, des images incroyables, et réellement derrière on ne vend rien. On vend juste l'image d'un territoire, mais on s'en souvient. On s'en souvient. Et bon, toi, si tu t'en souviens, c'est essentiel. C'est ce côté esthétique qui t'a touché parce que. Mais je suis pas tout seul là. Oui, mais je suis j'espère en tout cas pour mon collègue du Grand Est que tu n'étais pas le seul à avoir été touché. Et c'est vrai que c'était une très très belle réalisation. Après, encore une fois, nous sommes ici dans l'Aube, d'un point de vue stratégique, plutôt orienté vers un marketing de l'offre.
Et d'où ce développement davantage de contenu orienté vers de la pratique d'activité, des choses à vendre, avoir des individus en pratique d'activité sur l'ensemble de nos images pour permettre au public de mieux se projeter. Et la partie notoriété et image, on y viendra, c'est sûr. Pour l'instant, aujourd'hui, notre marque territoriale, elle a besoin d'évoluer. Je pense qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution par rapport à ça. C'est une stratégie, c'est-à-dire que aujourd'hui, on réfléchit à développer, à changer notre code de marque pour affirmer une marque plus forte, commune, collective, que tout le monde va pouvoir s'approprier, bien les prestats touristiques, l'événementiel, ainsi de suite. Et quand on lance un produit, on fera de la com de notoriété. On fera de l'image, de l'esthétisme pur. Aujourd'hui, on est davantage sur du marketing de produits, d'offres. Et puis, on n'a pas les moyens non plus à rallonge. Donc, il faut qu'on fasse des choix, il faut qu'on rationalise ce qu'on fait. Il faut qu'on soit capable de prouver que ce qu'on fait a un impact réel en termes de retombées sur les activités touristiques. On est plutôt orienté sur le produit, en effet. Parce que sur des campagnes comme celle dont je te parle, moi, je pense que les deux doivent coexister. Hein. Il y a bien évidemment qu'il faut un marketing de l'offre. C'est essentiel que les gens trouvent et sachent ce qu'ils peuvent faire sans même avoir besoin de le chercher. Ça, il n'y a pas débat. Par contre, je pense que ces grosses productions photo ou vidéo, puisque la campagne Le Soleil se lève en Grand Est, c'était une grosse campagne aussi au niveau photo. Je ne sais même pas qui l'a fait et c'est un peu honteux dans mon métier. C'est des campagnes qui marquent, qui marchent. Par contre, le problème, c'est qu'il y a une partie de la production qui coûte un certain... Ah oui, là, c'est sûr. Ça. Et il y a inévitablement en photo et en vidéo une stratégie de diffusion et un coût sur cette diffusion. Et ce coût qui peut être aussi important, voire plus important, voire beaucoup, beaucoup plus important que la diffusion. En fait, généralement, quand on fait un contenu vidéo qui peut-être, je ne sais pas combien ça a pu coûter la vidéo pour le Grand Est, mais c'est assez astronomique. Ouais. Et il faut imaginer qu'il faut mettre au moins autant derrière en sponsor pour que notre contenu soit vu. Sinon, ça n'a pas d'intérêt du tout. Si on ne sponsorise pas un contenu vidéo, encore une fois, il est vu 400 fois et c'est ridicule. Donc, en fait, tout est là. C'est des stratégies. C'est tout simplement un positionnement stratégique aujourd'hui. Ce qu'on veut, c'est être rationnel, être efficace, veiller à ce qu'il y ait de la conversion de séjour dans l'Aube, et que les gens puissent vivre des expériences uniques et les partager sur les réseaux sociaux et les ramener chez eux dans leur tête, en parler à leurs amis. Et puis voilà, mais en tout cas, mettre des moyens dans du contenu purement notoriété, surtout sur de la vidéo, parce qu'on en fait toujours un peu. On n'en est pas encore là, mais ça viendra, sûrement, c'est sûr. Parce que vous, aujourd'hui, vous êtes vraiment considérablement dans une démarche de marketing viral. C'est-à-dire que le sponsoring rentre c'est un peu le dernier échelon de votre communication quand vous faites des posts sur des réseaux sociaux ou des choses comme ça. C'est d'abord vous créez le contenu, vous envisagez sa viralité et sa diffusion, et une fois que la viralité devient plus ou moins importante, là, s'il y a un vrai potentiel de viralité qui s'est révélé, là, vous sponsorisez, mais c'est pas la démarche inverse, en fait. Pas tout à fait. En fait, les contenus réseaux sociaux sont principalement publiés, partagés de l'information et, en effet, travailler sur ce côté viralité. Mais à côté de ça, on fait quand même toute l'année de la campagne sponsorisée, qui n'est pas de la publication. Oui, mais ces campagnes sponsorisées, elles sont pas définies en amont de la diffusion des contenus, si. Les campagnes sponsorisées, en janvier, par exemple, on a notre plan de campagne. Avec l'ensemble de ce qui a été défini, ou est-ce que c'est... Moi, quand je vois ce que vous diffusez, mais peut-être que je me trompe, j'ai l'impression que vous mettez du sponsoring sur ce qui a fonctionné dans ce que vous avez publié. On a fait essentiellement sponsorisation de contenu, mais c'est extrêmement rare. On en a fait en début d'année là, dans une stratégie de capter une nouvelle audience.
On a sponsorisé du contenu qui avait bien marché auprès d'une audience très ciblée en les invitant à suivre notre compte. Mais c'est la première fois qu'on fait ça. Et ça a très bien marché d'ailleurs. Mais généralement, les contenus publiés au quotidien sur les réseaux sociaux sont définis dans un planning éditorial que l'on fait avec l'équipe et qui se fait au mois par mois, quoi, en fonction de l'actualité, en fonction de la météo, en fonction de tout ça. Des fois au quotidien même, on change les trucs. Mais par contre, le plan d'action Meta Ads, on va dire, lui est défini bien en amont et on sait qu'à telle période, on va faire une campagne sur tel sujet, on utilise tel type de photo, le lien de redirection, c'est ça, vers une landing page qui est bien carrée, qui renvoie au clic vers de l'activité, et en 3 clics, les gens peuvent réserver leur activité touristique dans l'Aube. Mais ça, c'est des contenus que finalement personne ne voit parce que elles sont assez rarement ciblées auprès d'un public local. Et c'est logique. Et on touche principalement un public du grand quart nord-est de la France, dont Paris, l'Île-de-France, et puis le Nord, Belgique, ainsi de suite. Normal. Et donc là, on parle beaucoup des réseaux sociaux, mais tout à l'heure, j'avais abordé le point, mais en fait, c'est une question tellement longue que t'es passé à côté. C'est pas grave. Le print dans tout ça, c'est encore essentiel. Ça dépend de ce qu'on appelle print. Aujourd'hui, c'est moi, ce que j'appelle le print, c'est essentiellement ce qui va, les relations presse. Hein. Alors, plusieurs choses dans le print, c'est-à-dire que nous éditons encore quelques brochures à l'ADT, très spécifiques. Alors, une carte touristique, parce que c'est hyper pratique et que tout le monde en a besoin quand on arrive sur un territoire pour se situer où est le reste des points d'intérêt autour de nous. On édite des brochures très spécifiques comme sur le tourisme autour des Templiers, le tourisme juif, l'Église, ainsi de suite, lié au patrimoine. Et on édite aussi un magazine annuel qui s'appelle l'Aube, la Champagne au naturel, qui est lui un outil de notoriété qui nous positionne en tant que destination touristique slow tourisme en Champagne. Qui est diffusé comment ? Et qui est diffusé en petite quantité parce qu'on l'édite à 12 000 exemplaires. C'est diffusé principalement à Paris et en Île-de-France via les magasins des Vins Nicolas. Okay. Et ensuite, on en garde une partie chez nous qui est diffusée en grande partie via les offices de tourisme, les hôtels, plutôt hôtels haut de gamme, et puis quelques opportunités quand on accueille des congrès aussi au centre de congrès de l'Aube. Donc ça, c'est un magazine de notoriété dans lequel on a beaucoup de pages et une grosse exigence en tout cas sur l'image parce que voilà, ce magazine il surprend parce que il est très beau. Des histoires de gens d'ici, des artisans, des producteurs, restaurateurs, et ces images créées pour le magazine nous servent aussi pour les réseaux sociaux. Maintenant, quand on va faire de la photo, on essaye en même temps de faire une vidéo. Cette vidéo nous est utile sur les réseaux sociaux. On ajoute des QR codes sur la partie print. Les gens peuvent flasher et en même temps que l'éditorial qu'ils vont avoir avec 4 photos hyper belles, ils vont pouvoir tomber directement sur notre vidéo sur Instagram, héberger admettons, et avoir une expérience multiple. C'est aussi des goodies. On fait des puzzles pour les châteaux parce qu'on a lancé la route des châteaux de l'Aube. Et on a fait des petits puzzles fabriqués dans l'Aube à Mussy-sur-Seine chez l'entreprise Ferio. Et donc, quand on a fait le puzzle... Ici, je vois de quoi tu parles. Quand on a fait le QR code... quand on a fait le puzzle, on a un petit QR code, on flash, et là, on arrive sur une vidéo, on visite le château pendant 1 minute. Des vidéos, d'ailleurs, que tu as réalisées. Et ça, c'est surprenant. En fait, on fait du cross-média, quoi. Ouais. Alors, le web sert au print, enfin, assez peu dans ce sens-là. En tout cas, le print sert aussi la partie digitale. Et ensuite, la presse, aujourd'hui, c'est primordial pour nous de pouvoir accueillir de la presse nationale et internationale sur le territoire. Pour ça, on est accompagné par une agence qui s'appelle Airpure, qui nous permet de nous mettre en relation avec des journalistes qui sont à l'affût de différents sujets et qui prennent le risque de venir traiter ce sujet dans l'Aube. Et souvent, ils sont agréablement surpris. Ouais. Et pour nous, c'est des retombées énormes. Et c'est important qu'on soit accompagné par une agence parce qu'encore une fois,
on reste modestement que l'Aube. Et Ouais, puis je pense que c'est un métier, hein, les relations presse. il y a des territoires, je vais te dire, les journalistes Viennent tout seuls. hein. Ouais, mais Chez nous, non. Oui. Donc, c'est Sandy dans l'équipe qui s'occupe de ça avec l'agence Air Pur. Et donc, on accueille des journalistes toute l'année. Spécialisés tourisme, entre le vélo, le patrimoine, la gastronomie, hyper variés. Et les photos qu'on réalise avec les photographes du territoire nous permettent souvent d'illustrer ces papiers. Parce que c'est un peu comme dans tout, les journalistes ont sûrement moins de moyens qu'avant. Et ils viennent maintenant tout seuls et ils ne sont pas photographes non plus. Enfin, plus tous. Et puis ils peuvent venir un jour, il fait moche. Exactement. C'est pas flatteur. Donc on leur met à disposition des paniers photos pour illustrer les pages. Mais est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, moi mon avis est assez tranché sur la question, l'impact du print, tout print confondu, hein, c'est-à-dire magazine, brochure, 4x3, tout type de print confondu, n'a pas toujours plus d'impact qu'une communication strictement numérique, ne serait-ce que par l'engagement que ça génère. Peut-être le 4x3, non, mais sauf que tu as une notoriété qui est énorme, parce que le 4x3, tu le vois, mais tu l'oublies vite. Il y en a beaucoup. Ou est-ce que tu penses que vraiment le web a pris le dessus et Encore une fois, c'est des positionnements stratégiques en fonction des campagnes et des messages qu'on veut faire passer. Nous, on a quand même une ADN de marketing digital. On fait quand même un peu de print. On le fait assez peu. Des achats d'espace publicitaire dans du magazine, on en fait assez peu. Ça coûte très très cher. Et les retombées sont des fois difficiles à quantifier. Mais par exemple, concrètement, l'an passé, nous avons lancé ce nouveau produit touristique qui est la route des châteaux de l'Aube. Belle marque. Là, on a fait du print. On a fait de l'achat. On a fait beaucoup de digital, mais on a fait aussi pas mal de print avec de l'affichage dans le métro, à Paris, de l'affichage en gare, en région. Ah, ça a fait tout ça. Exactement, ouais. Et de l'affichage grand format ici en local, parce que, encore une fois, les locaux il faut que les gens d'ici soient avertis de ces lancements de projets. Ils en sont fiers d'ailleurs. De la route des châteaux de l'Aube, on nous en parle encore, on nous en a beaucoup parlé. Ouais, moi aussi. Parce que les Aubois ont été surpris de découvrir ce patrimoine dans l'Aube qu'on a pu valoriser. Donc cette route, bien sûr, elle est pérennisée sur le long terme, et donc on va encore développer les choses. Que ça, pour le coup, en plus, c'est complètement inconnu. Les châteaux, à quelques exceptions près, par exemple le château de Vaux, où il y a vraiment, pour le coup, une vraie grosse com autour depuis un moment, la mode aussi par sa notoriété et son histoire, mais pas forcément par la com qui est autour. 80% des châteaux de l'Aube sont complètement inconnus du grand public. Oui, mais parce que du coup, ils sont privés, ouverts. Oui. Et on connaît les châteaux touristiques qui sont très dynamiques. Le château de Vaux, c'est sûr. La Motte, puis le château de Hérissé, par exemple, qui sont ouverts au public quasiment toute l'année et qui proposent des animations, de l'événementiel. Et on a monté ce projet en partenariat avec les archives départementales pour valoriser le patrimoine local, même s'il n'est pas visitable. Alors, la dernière question de mes podcasts, ça parle toujours de l'IA, parce que c'est la tendance du moment, et qu'en plus, moi, j'aime beaucoup. Même si ça me fait un petit peu peur, parce que c'est quand même vachement bien. L'utilisation de l'IA dans la production d'images, dans une communication touristique, est-ce que tu penses que ça a du sens ? Sachant qu'il y a déjà un office de tourisme, je crois, en Isère qui avait fait ça. Ouais, et ça ne s'est pas très bien passé. Alors oui, c'est sûr que de toute façon, on va y venir. Aujourd'hui, nous, on n'a pas envie de travailler l'image par l'intelligence artificielle. On veut proposer des images que l'on fait nous-mêmes. Alors après, aux photographes de travailler ou pas avec de l'IA pour le traitement post-prod. Tant que c'est du nettoyage, tout ça, ça n'a aucune importance. Par contre, si c'est créé de A à Z, c'est plus la même démarche. Ouais, et honnêtement, pour s'amuser, on a fait des tests. Ça ressemble pas à grand-chose. Parce que tu sais pas t'en servir. Oui, figure-toi, on s'améliore de jour en jour sur la façon dont on traite nos prompts à l'IA. Ouais. Et on s'est amusé
à créer des ambiances touristiques au milieu des vignes et d'intégrer. Je pense que ChatGPT et ses confrères n'ont pas encore tout à fait compris la singularité du vignoble de Champagne par rapport au vignoble de Californie. Enfin voilà, il y a encore un bon chemin à faire. Par contre, on utilise quand même l'intelligence artificielle, principalement sur de la création de contenu. On l'utilise en nouveau camarade, nouveau membre de l'équipe. Ah oui. En fait, l'IA devient un appui dans nos différents échanges. Dans le côté rédactionnel, en tout cas. On l'utilise sur le côté rédactionnel, mais voilà, ça nous arrive de solliciter l'IA sur différentes problématiques, mais sur l'utilisation de l'image, peut-être pas. Alors, à notre niveau, non. Je pense qu'il y a des choses extraordinaires à faire, en tout cas. Tu vois, on pourrait, grâce à l'IA, faire en sorte que nos échanges ici soient en japonais ou en néerlandais. Et nous, aujourd'hui, alors on n'a pas rien à vendre en prenant la parole auprès des Japonais, mais je me mets à la place d'entreprises commerciales qui doivent vendre des produits au Japon et qui ne parlent pas un mot de japonais. C'est incroyablement bien fait. Et du coup, juste par intelligence artificielle, on est capable de traduire et d'avoir le vocable qui va bien, avec la bouche qui est juste incroyable. Et je pense que l'IA est bénéfique sur beaucoup de sujets. Aujourd'hui, on l'utilise pas, mais comme tout évolue hyper vite, on n'est pas à l'abri dans des avenirs proches de pouvoir utiliser davantage ces ressources-là. Ouais, je pense, j'utilise beaucoup l'IA pour tout un tas de choses depuis quelques mois. Mais je pense que sur un point de vue iconographique, dans une démarche de promotion touristique, particulièrement dans une approche lifestyle comme celle dont vous parlez, ça marche pas. Parce qu'en fait, c'est pas la réalité. Oui, ça peut produire des images qui sont incroyablement belles. Ça, c'est indéniable. Mais c'est pas la réalité. C'est sûr. C'est une plaquette publicitaire. Et nous, on fait du vrai. Voilà. Et du coup, avec des vrais gens qui vivent des vraies expériences, on n'en fait pas trop. C'est-à-dire qu'on ne veut pas dire c'est mieux qu'ailleurs. On veut juste montrer les atouts de notre territoire et ses paysages. Aujourd'hui, il n'y a pas d'intérêt à travailler avec l'IA. On a assez de photographes sur le territoire pour leur demander d'aller prendre photos de différents sujets qui auront une tonalité bien plus intéressante et une approche humaine qui est aujourd'hui hyper importante. Dans notre communication, c'est quand même l'humain avant tout. Et c'était le mot de la fin, donc on va s'arrêter là. On poursuivra en off si tu veux. Merci Rémi d'être venu participer à ce deuxième épisode du podcast du Studio OG. C'est un plaisir. Plaisir partagé et à bientôt. À bientôt. Bonne journée. Le podcast de Fauteuil Noir.